Ce matin-là, Lyon se réveille sous une pluie fine qui colle aux vitres et ralentit tout. Devant l'école primaire Victor Hugo, les parents se pressent, manteaux relevés, parapluie de travers. Les enfants sautent dans les flaques avec une énergie insolente. Arthur Morel, lui, n'a plus cette énergie depuis longtemps. Il coupe le moteur de sa Tesla, reste quelques secondes immobile, les mains crispées sur le volant. Sur l'écran de bord, les notifications s'alignent. Mails urgents, rappel de réunion avec des investisseurs, message de son assistante. Il soupire. Un regard dans le rétroviseur. Ses cernes sont marquées, sa barbe trop longue. Il a 41 ans, PDG d'une start-up de santé numérique qui grossit trop vite, et un petit trésor de 8 ans qui s'agite sur le siège arrière. « Papa, on est en retard », murmure Zoé, la voix pressée, ses yeux noisettes déjà tournés vers la grille de l'école. « Je sais, princesse. J'arrive. » Il sort du véhicule, contourne, ouvre la portière arrière. Zoé bondit sur le trottoir, son cartable presque plus gros qu'elle. Son manteau rose est mal fermé, son écharpe en bataille. « Attends, viens là, » dit Arthur en remettant son écharpe correctement. « Tu vas attraper froid. »« C'est toi qui étais lent, » réplique-t-elle sans méchanceté. « Tu regardais encore ton téléphone. » La remarque le pique plus qu'il ne veut l'admettre. Il détourne le regard, honteux. « Tu as raison. Je ferai mieux demain. » Zoé hausse les épaules d'un air déjà trop adulte, puis lui dépose un bisou rapide sur la joue avant de se mettre dans la file des enfants. Arthur reste quelques secondes à la regarder, petite silhouette rose dans la foule. Il pense à Camille, la mère de Zoé, morte il y a 4 ans dans un accident de voiture, un vendredi pluvieux comme celui-ci. Depuis, il court. Derrière les contrats, derrière les chiffres, derrière l'illusion qu'il contrôle encore quelque chose. Il voudrait être à la fois un père parfait et un chef d'entreprise irréprochable. En réalité, il a l'impression de rater un peu tout. Quelques rues plus loin, Emma ferme avec difficulté la porte de son appartement. Jules, son fils de 6 ans, danse autour d'elle avec son sac à dos sur les épaules. « Maman, mon dessin !»« Tu as pris mon dessin pour la maîtresse ?»« Oui, il est là, » répond-elle en tapotant le sac en toile qu'elle porte à l'épaule. « Respire, mon cœur. » Elle est déjà essoufflée, pas seulement à cause des 3 étages sans ascenseur, ni du sac de course qu'elle doit encore descendre en vitesse, mais à cause de cette fatigue qui ne la quitte plus, celle qui vient de trop de nuits écourtées, de trop de gardes à l'hôpital, de trop de responsabilités sur ses épaules. Emma est infirmière aux urgences du CHU de Lyon. Mère célibataire depuis que le père de Jules est parti se chercher à l'autre bout du monde, sans jamais vraiment revenir. Un message laconique un soir de novembre, puis plus rien. Elle a appris à ne plus l'attendre. Mais il reste une cicatrice. « Allez, on y va », déclare-t-elle en prenant la main de Jules. Si on ne veut pas courir comme tous les jours, il sourit, dévoilant une dent manquante. « On va courir quand même. C'est obligé, » dit-il avec l'insouciance des enfants qui connaissent déjà les habitudes. Peut être pas. Aujourd'hui, on essaie de faire mieux. Elle dit ça avec un petit sourire, mais au fond, elle sait qu'ils finiront encore en train de traverser au feu orange pour passer la grille avant qu'elle ne se referme. C'est comme ça, leur vie. Toujours un peu en retard, toujours à bout de souffle, mais toujours ensemble. Dans le bus, Jules se colle contre la vitre, regarde la pluie tracer des chemins hésitants sur le verre. Emma, debout, se tient à la barre métallique, son sac qui lui scie l'épaule. Elle sent son téléphone vibrer dans sa poche. Un message du cadre de santé. « On manque de monde ce soir. Tu peux prolonger ta garde ?» Elle ferme les yeux une seconde. Elle devait finir à 10 à 8 heures, récupérer Jules chez la voisine plus tôt, lui faire des crêpes. Ils en avaient reparlé hier. Elle tape. « Je vais voir. Je te redis dans la journée. » Elle range le téléphone, le cœur serré. 2 cœurs fatigués qui, pour l'instant, ne se connaissent pas encore. Ils suivent chacun leur trajectoire. Entre métro, bus, réunion, urgence,
liste de courses, devoirs à faire. Il croit que c'est ça, la vie désormais. Tenir bon, ne pas trop espérer, avancer malgré tout. L'école Victor Hugo apparaît au bout de la rue, façade beige, fenêtres alignées. Devant la grille, un attroupement de parapluies colorés. Arthur garde un œil sur Zoé, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la cour. Il est sur le point de retourner à sa voiture, lorsqu'un cri le fait se retourner. « Jules, fais attention !» Une jeune femme brune, les cheveux attachés à la va-vite, traverse presque en courant, tirant un petit garçon par la main. L'enfant vient de glisser sur une flaque et a failli tomber. Arthur a un réflexe. Il avance de quelques pas, tend la main, rattrape le garçon par le bras avant qu'il ne se retrouve les fesses dans l'eau. La jeune femme arrive à leur hauteur, essoufflée. « Oh, merci !» lance-t-elle, les joues rosies par l'effort et la honte. « Je suis désolé, Jules. Tu peux faire attention 2 minutes ?» Elle a un ton ferme mais doux. Arthur remarque ses yeux clairs, un peu cernés, et ce manteau trop fin pour le froid du matin. « Ce n'est rien, » répond-il. « Les flaques sont traîtres. »« J'aime les flaques, » proteste le petit garçon en regardant ses baskets mouillées. « Oui, mais tes chaussures, elles n'aiment pas, » réplique-t-elle avec un sourire résigné. Arthur esquisse un sourire. Il connaît ça. Zoé et les flaques, une grande histoire d'amour. « Merci encore », répète la jeune femme en poussant doucement Jules vers la grille. On est toujours en retard. Elle disparaît presque aussitôt dans la foule, entraînée par son fils. Arthur la suit du regard un instant, puis se secoue et revient à sa voiture. Dans sa tête, la journée défile déjà. Réunion, déjeuner de travail, coup de fil avec les investisseurs américains. Il ne sait pas encore que ce petit moment devant la grille de l'école vient de planter une graine quelque part, discrète, mais bien réelle. Quelques jours plus tard, le soleil est revenu. Emma arrive cette fois-ci avec 5 minutes d'avance. Un miracle. Elle a terminé sa garde à l'heure. Jules s'est habillé rapidement. Le bus n'était pas bondé. De quoi faire naître une étrange sensation. Est-ce que les choses peuvent parfois bien s'enchaîner? Elle se tient près de la grille, Jules accroché à son sac. Les enfants sortent un par un, la maîtresse les accompagnant jusqu'au portail. Zoé Morel. Emma relève la tête. Une petite fille au manteau rose s'avance, tirant son cartable. Derrière elle, l'homme qui a rattrapé Jules l'autre jour. Costume bien coupé, manteau sombre, allure légèrement pressée, téléphone dans la main, mais regard tourné vers sa fille. « Alors, ta journée ?» demande-t-il. « On a fait des problèmes de maths », annonce la petite d'un ton dramatique. « Oh, mon Dieu !» murmure Arthur. « Horrible. Tu as survécu ?»« Peut être. » Emma sourit malgré elle. L'homme l'aperçoit, baisse un peu son téléphone, hésite, puis s'avance. « Bonjour, » dit-il. « On s'est croisés l'autre jour, avec la flaque. » Elle rougit légèrement. « Ah, oui, merci encore. D'ailleurs, j'ai évité une paire de chaussures ruinées et un drame de taille. » Emma. « Arthur, » répond-il en tendant la main. « Et voici, Zoé. » Jules arrive en courant. « Maman! Maman! Regarde, j'ai eu une gommette verte aujourd'hui. » Il agite fièrement son cahier. Puis s'arrête, remarquant Zoé. Les enfants se regardent quelques secondes, comme s'ils se reconnaissaient enfin. « C'est toi, la fille qui dessine des dragons, non ?» demande Jules. « Oui, » répond Zoé, un peu méfiante. « Pourquoi ? Ils sont trop bien, tes dragons. »« Merci, » dit-elle, un peu surprise. Emma échange un regard amusé avec Arthur. « Ils sont dans la même classe ?» demande-t-il. « Oui, » répond Emma. « Jules m'a déjà parlé d'une Zoé qui dessine mieux que tout le monde. » Je n'avais pas fait le lien. Arthur semble sincèrement étonné. « Ah bon ? Zoé ne m'a pas raconté ça. Elle me parle surtout des problèmes de maths. » Zoé se récrie. « Parce que c'est horrible. Les problèmes de maths. » Les 4 rient. Un moment simple, léger, comme une respiration dans leur matinée. « Vous habitez dans le quartier ?» demande Arthur par politesse, mais aussi parce qu'il aimerait prolonger un peu ce moment. « Pas très loin, à 20 minutes en bus, » répond Emma. « Je travaille à l'hôpital. »
alors c'est déjà un miracle de pouvoir l'amener moi-même le matin. Normalement, c'est une voisine qui s'en occupe. Infirmière? Oui. Urgence. Et vous? Je dirige une entreprise, dit-il, vague. Une start-up dans la santé numérique. La santé encore, sourit Emma. C'est un signe. Peut être. Elle le dit sur le ton de la plaisanterie, sans imaginer à quel point cette phrase restera dans un coin de la tête d'Arthur. Ils se séparent quelques minutes plus tard, chacun prenant sa route. Mais désormais, ils ont un prénom, un visage, un petit bout d'histoire l'un pour l'autre. Et deux enfants qui, ce soir, vont beaucoup parler de dragons et de gommettes vertes. Les semaines passent. L'hiver s'installe, avec ses matins brumeux et ses soirées où la nuit tombe trop vite. Arthur et Emma se croisent de plus en plus souvent devant l'école. Parfois le matin, parfois le soir, parfois pas du tout, parce qu'un rendez-vous d'investisseurs retient Arthur, ou parce qu'Emma doit enchaîner une garde de nuit. Un jour de vendredi, la maîtresse de CE affiche un panneau. Réunion parents-professeurs, jeudi prochain, 10 à 8 heures. Présence souhaitée. Emma lit l'affichette en soupirant. Jeudi prochain, elle est de garde. Un sourire amer lui échappe. Elle griffonne un mot sur un post-it pour Jules. Mon chéri, je serai à l'hôpital jeudi soir. Je demanderai un rendez-vous individuel plus tard. Je suis désolée. Je t'aime, maman. Elle glisse le mot dans le cahier et essaie d'oublier le pincement au cœur. Jeudi suivant, Arthur est planté au milieu d'une salle de réunion vitrée. Au 7e étage de ses bureaux, les investisseurs venus de Londres parlent trop vite, alignent les slides, les chiffres, les projections. Il a encadré en rouge son agenda. 10 à 8 heures. Réunion parents-professeurs de Zoé. Il regarde l'heure toutes les 2 minutes. 10 à 7 heures. 17:20. 17:45. Son associé lui lance un coup d'œil. Arthur, tu nous fais un retour sur ce point juridique? Oui, bien sûr. Il parle, explique, argumente, mais une partie de lui est déjà dans la cour de l'école Victor Hugo, à imaginer la chaise vide à côté de sa fille. Il se souvient de toutes les fois où sa propre mère n'a pas pu venir aux réunions, débordée par son travail d'aide-soignante. Le goût amer qui l'accompagnait en sortant de la classe, en regardant les autres enfants, repartir main dans la main avec leurs parents. À 17:55, il prend une décision. « Excusez-moi ». Il se lève, sous les regards surpris. « Je dois vous laisser 30 minutes. J'ai un engagement que je ne veux pas rater. On peut reprendre après, si vous le souhaitez, ou demain matin. » Les investisseurs échangent des regards. L'un d'eux demande, un peu sec, « C'est si urgent ?» « Pour moi, oui », répond simplement Arthur. « Je suis père, avant d'être PDG. » Il s'attend presque à ce qu'on le juge, à ce qu'on lui fasse sentir qu'il met en péril un deal important. Mais l'un des investisseurs, un homme plus âgé, acquiesce lentement. « Très bien. » On fait une pause. Nous reprenons à 18:45. Arthur le remercie d'un signe de tête, attrape son manteau et file. Il traverse la ville à toute allure, se gare en double file, court dans la cour. Essoufflé, il arrive devant la porte de la classe, où quelques parents attendent encore leur tour. Emma est là. Elle sort justement de la salle, son manteau sur le bras, une fatigue profonde dans le regard. Quand elle le voit, ses yeux s'agrandissent. « Vous êtes venu, souffle-t-elle. Oui, j'ai failli ne pas. Mais, il cherche son air, son sourire. Vous étiez là pour James Bond et ses investisseurs, plaisante-t-elle doucement. C'est à peu près ça. Vous avez pu vous libérer des urgences, alors? J'ai échangé avec une collègue. Elle prendra mon début de garde, je ferai la fin. Je crois qu'elle m'a prise en pitié quand elle a vu ma tête. Elle rit doucement, puis son visage se teinte d'une ombre. J'avais peur que Jules se sente moins important que mon travail. Il a déjà l'impression que je ne suis jamais là. Arthur hoche la tête, le cœur serré. Zoé aussi. Enfin, elle me le dit moins, mais je le vois. La maîtresse sort à ce moment-là, souriante. « Monsieur Morel, c'est à vous. »
Arthur jette un regard à Emma, hésite. Vous voulez qu'on prenne un café après? Propose-t-il, presque surpris par ses propres mots. Il y a un petit bistrot au coin de la rue. On pourra comparer nos notes de parents dépassés. Emma se fige une seconde, puis sourit. D'accord, mais je vous préviens, je suis une championne de la culpabilité parentale. Moi aussi. On fera un concours. Le café est chaleureux, table en bois, lumière douce. Ils s'installent près de la fenêtre, leurs dossiers d'école posés entre eux. Alors Zoé, demande Emma. La maîtresse dit qu'elle est très créative, très sensible, qu'elle se met trop la pression, aussi. Elle a parlé de l'accident de sa mère. Zoé en parle peu à la maison. C'est normal, murmure Emma. Les enfants gardent parfois tout à l'intérieur pour protéger leurs parents. Arthur la regarde, surpris par la justesse de cette phrase. Et Jules? Il est brillant, mais toujours ailleurs, sourit Emma avec tendresse. Il rêve, il invente des mondes, il fait rire les autres. La maîtresse dit qu'il a besoin de repères stables, qu'il s'inquiète beaucoup quand je suis en retard. Elle joue avec le bord de sa tasse. Elle a aussi remarqué qu'il ne parle presque jamais de son père. Un silence flotte. Arthur sent une pudeur là-dedans, une douleur qu'elle ne montre pas toujours. Le père de Jules, il est parti, dit-elle simplement. Un jour, il a décidé que la paternité, ce n'était pas pour lui. Alors il a pris un avion pour Bali, avec un sac à dos et beaucoup de grandes phrases sur la liberté. On a eu quelques nouvelles au début, puis plus rien. Elle hausse les épaules, comme si ce n'était plus si grave, mais ses doigts tremblent un peu sur la porcelaine. Ça fait 4 ans. Jules s'en souvient à peine. Arthur serre la mâchoire. Il pense à Camille, à sa disparition brutale, à l'accident qu'il n'a pas su empêcher, à la manière dont Zoé s'est accrochée à lui, seule bouée dans ce chaos. « Je suis désolé, dit-il doucement. Et vous? Demande Emma, relevant les yeux. Zoé a parlé de sa maman pendant la réunion. Camille est morte dans un accident, une voiture qui a brûlé un feu rouge. Zoé était à la maison avec sa baby-sitter. Je devais les rejoindre. Sa voix se casse légèrement. 4 ans, et la culpabilité est toujours là, tenace. Je me suis dit que si j'étais parti plus tôt du bureau, si j'avais insisté pour aller la chercher, vous ne pouvez pas vivre avec ça, murmure Emma. Vous savez bien que... Oui, je sais, coupe-t-il. Mais savoir, ce n'est pas toujours suffisant pour sentir. Elle hoche la tête, le regarde longuement. On dirait qu'on a chacun perdu un morceau de famille, et qu'on essaie maintenant de faire tenir tout ça avec des bouts de ficelle. Il rit indoucement. C'est étrange, comme ils se comprennent vite, comme leurs fatigues se répondent, se reconnaissent. Vous faites comment, vous? Demande Arthur. Pour tenir. Je ne sais pas, répond Emma honnêtement. J'avance. Je me dis que Jules mérite une vie qui ne soit pas définie par l'abandon de son père. Alors je me lève, je vais à l'hôpital, je fais de mon mieux, et parfois, je craque, dans ma salle de bain, en silence, pendant qu'il dort. Elle sourit avec une forme de courage tranquille. Et vous? Je travaille, répond Arthur après un silence. Trop. Je me dis que si je construis quelque chose de solide, de grand, Zoé aura une sécurité, que ça compensera tout le reste. Et est-ce que ça marche? Pas vraiment, avoue-t-il. Elle voudrait juste que je sois là pour ses spectacles de danse et pour lui lire une histoire le soir. Ils se regardent, et quelque chose se passe. Une reconnaissance silencieuse. 2 cœurs fatigués qui, tout à coup, se sentent un peu moins seuls. Les jours suivants, les enfants deviennent inséparables. Zoé montre ses dessins de dragons à Jules, qui invente des histoires à partir d'eux. Ils jouent dans la cour, se cherchent du regard le matin, se racontent leurs rêves. Un mercredi après-midi, Emma reçoit un message d'Arthur. Zoé insiste pour inviter Jules à la maison pour une soirée pizza-film. Ça vous irait? Je peux venir le chercher à 10 à 7 heures chez vous. Elle hésite. Laissez Jules aller chez quelqu'un qu'elle connaît encore peu, mais il y a Zoé. Et il y a Arthur,
dont le regard sur sa fille disait beaucoup. Elle finit par répondre. « D'accord, mais je viens avec lui et je reste. On fera une soirée pizza tous ensemble. Je ne suis pas prête à lâcher mon fils si facilement. » Parchonriette, jedun pousil til nous. Arthur rit en lisant le message. Marché conclu. Je fournis les pizzas et le film. Vous apportez votre expertise en gommettes vertes. La soirée est simple et bruyante. Les enfants se disputent sur le choix du dessin animé, mangent la pizza avec les doigts, se tâchent de sauce tomate. Emma découvre l'appartement d'Arthur. Moderne, lumineux, un peu trop bien rangé pour être vraiment habité, sauf dans la chambre de Zoé, débordante de dessins et de peluches. Désolé pour le bazar, s'excuse Arthur en montrant quelques piles de dossiers dans le salon. Si ça, c'est du bazar. Vous ne voulez pas voir ma cuisine, répond Emma. Il rit. Il parle travail, éducation, fatigue, petit bonheur. À un moment, la conversation dérive sur ce qu'ils ont perdu, mais aussi sur ce qu'ils espèrent encore. Vous croyez encore en l'amour ? Demande Emma, presque malgré elle, les yeux fixés sur l'écran où les personnages animés courent après un rêve impossible. Arthur prend le temps de réfléchir. Je ne sais pas. Je crois surtout aux secondes chances, mais je ne sais pas si elles sont pour moi ou juste pour Zoé. Moi, je me dis que l'amour, c'est comme la réanimation, sourit Emma. Parfois, on croit que c'est fini, et puis il y a un petit sursaut. Une main qui serre la vôtre, un regard, une présence. C'est fragile, mais réel. Il la regarde, touché par cette image. Vous devez en voir, des miracles, à l'hôpital, et des choses très dures aussi. C'est pour ça que, quand la vie offre un peu de douceur, je crois qu'il faut la prendre. Leurs yeux se croisent un peu plus longtemps que d'habitude. Dans la lumière bleutée de l'écran, leurs traits semblent plus doux, moins marqués par la fatigue. Ils ne le formulent pas, mais une évidence prend forme. Ils se sentent bien là, ensemble, dans ce salon où les rires des enfants résonnent comme une musique de fond. Le printemps arrive avec ses arbres en fleurs et ses allergies. La vie trouve son rythme. Les enfants jouent ensemble. Les parents se croisent, se textotent, s'invitent parfois pour un café, un dîner improvisé après une longue journée. Arthur découvre qu'il aime cuisiner des crêpes avec Jules, même s'il les rate une fois sur deux. Emma apprend à tresser les cheveux de Zoé, ce qui provoque fierté et petite crise de rire. Tout semble doucement se reconstruire, jusqu'à ce soir de mai, où tout déraille. Il est 10 à 9 heures passées. Emma vient de commencer une longue garde aux urgences. La salle d'attente est bondée, l'odeur de désinfectant et de transpiration se mélange, les patients s'accumulent. Elle est au bout du rouleau, mais tient bon. Son téléphone vibre dans la poche de sa blouse. Un message d'Arthur. On vient d'arriver à l'appart. Les enfants font leurs devoirs. Respire, on tient le fort ce soir. Ce soir-là, ils ont décidé un arrangement. Quand Emma est de garde de nuit, Jules dort chez Arthur. Zoé est ravie d'avoir un frère de pyjama, et Emma se sent un peu moins coupable de laisser son fils. Elle garde ce message comme une bouffée d'air, puis retourne à sa ronde. Vers 22 heures, elle est en train de préparer une perfusion quand une collègue s'approche. « Emma, il y a quelqu'un qui te demande à l'accueil. Un homme. Il dit que c'est ton ex. » Elle se fige. « Mon ex ? Oui. Un certain Lucas. » Le nom lui donne la nausée. Lucas, le père de Jules. L'homme qui est parti avec un sac à dos et des mots creux. Emma se dirige vers l'accueil, le cœur battant, et le voit. Lucas, bronzé, cheveux plus longs, barbe de hipster, un sac de voyage à ses pieds. « Salut, dit-il, comme s'il s'était quitté la veille. Qu'est-ce que tu fais là ? Lâche-t-elle, glaciale. Je suis rentré. Je veux voir mon fils. » Les mots sont un coup de poing. Elle sent ses jambes trembler. Tu débarques à l'hôpital, en pleine nuit, après 4 ans. Et tu, je sais, je n'ai pas été à la hauteur. Coupe-t-il
avec un air de contrition bien étudié. Mais j'ai changé. Je veux rattraper le temps perdu. Elle pense à Jules, à ses questions sans réponse, à ses rêves où il se demandait si son père reviendrait un jour. Une part d'elle voudrait hurler. L'autre se dit que Jules a le droit à ses réponses. « Pas ici. Pas comme ça », souffle-t-elle. « Donne-moi ton numéro. Je te contacterai. » Lucas secoue la tête. « Je veux le voir ce soir. » Elle se redresse. « Non. Jules dort chez des amis. Et tu n'iras nulle part près de lui sans qu'on ait parlé avant, sans que j'aie compris ce que tu veux vraiment. Il est quand même mon fils, non ?» rétorque-t-il piqué. Les mots la transpercent. « Ton fils ?» reprend-elle d'une voix tremblante. « Ton fils, c'est celui que tu as laissé ici, avec une mère au bout du rouleau. Celui qui a pleuré pendant des nuits, en demandant où tu étais. Celui dont tu as raté les anniversaires, les rentrées, les premières dents qui tombent. » Elle se penche vers lui. « Oui, biologiquement, tu es son père. Mais être un père, c'est un verbe, Lucas, pas un titre qu'on récupère en débarquant à l'improviste. » Il se toise. Une collègue intervient, rappelant Emma. « On a besoin de toi en salle 3. » Elle finit par arracher un papier, y griffonner son numéro. « Voilà, on en reparlera. Mais si tu t'avises de venir à l'école ou chez moi sans prévenir, je n'hésiterai pas une seconde à appeler la police. C'est clair ?»« Très clair, » répond-il, vexé mais assez lucide pour se taire. Emma retourne au service, le cœur en miettes. Elle voudrait appeler Arthur immédiatement, lui raconter. Mais il est tard, les enfants dorment peu. Et elle sait qu'il est lui-même au milieu d'une tempête professionnelle, la start-up est en pleine levée de fonds décisive. Elle se dit « demain ». Je lui dirai demain. Sauf que la vie ne laisse pas toujours le temps de tout faire au bon moment. Le lendemain matin, alors qu'Emma est encore aux urgences, un message paniqué arrive sur son téléphone. C'est Zoé. « Emma, il y a un monsieur devant l'école qui dit qu'il est le papa de Jules. Il veut l'emmener. Jules pleure. Papa est au téléphone. Tu peux venir. » Le sang d'Emma se glace. Elle attrape son manteau, explique en quelques mots à sa collègue et file de l'hôpital, le cœur battant à tout rompre. Devant l'école, c'est la confusion. Les enfants sortent au compte-gouttes. Jules, les yeux rouges, se tient près d'Arthur. Lucas est là, en face, visiblement agacé. « Emma ?» s'exclame Arthur en la voyant. « On a un problème. » Jules se précipite vers elle. « Maman, c'est vrai que c'est lui mon papa. Il veut m'emmener en vacances, là, maintenant. » Emma prend son fils dans ses bras, le serre fort. « Ça va, mon amour. Je suis là. » Puis elle se tourne vers Lucas, le regard noir. « Qu'est-ce que je t'avais dit ? Que tu me recontacterais, répond-il, comme si c'était un détail. Mais j'ai pas envie d'attendre. J'ai déjà perdu assez de temps. Je veux rattraper les années, là, maintenant. » Arthur se place instinctivement, légèrement devant les enfants. Protecteur. « Vous ne pouvez pas débarquer comme ça, » dit-il d'une voix ferme. « Les enfants sont à l'école. Il y a des règles. Et vous, vous êtes qui ?» rétorque Lucas en le détaillant de haut en bas. « Le nouveau mec ?» Le mot claque dans l'air. Arthur pâlit légèrement. Emma aussi. « Je suis le père de la meilleure amie de Jules, » répond Arthur calmement. « Et un adulte qui n'aime pas voir un enfant pleurer devant la grille de son école. » Jules, en larmes, se cache contre le manteau d'Emma. « Je veux pas partir sans maman, » sanglote-t-il. « Je le connais pas, moi. » Le cœur d'Emma se brise et sa colère explose. « Tu vois ? Lâcheté, elle, à Lucas. C'est ça, la conséquence de ton fameux besoin de liberté. Il ne te connaît pas, tu es un étranger pour lui. C'est à cause de toi, rétorque Lucas. Tu lui as monté la tête contre moi. Non, répond Arthur d'une voix tranchante. Elle l'a protégé de ton absence. C'est très différent. Lucas tourne vers lui un regard furieux. Tu n'as rien à dire, toi. Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe? Tu veux me remplacer? Le mot « remplacer » touche une corde sensible chez Arthur. Lui aussi, il a peur de remplacer Camille
peur que Zoé croie qu'il efface sa mère en aimant quelqu'un d'autre. « Je ne remplace personne, dit-il, les mâchoires serrées. Je suis là pour aider, pour aimer ses enfants autant qu'on me le permettra. Et tu crois que j'ai envie que mon fils traîne avec un type qui a sa tête dans sa start-up toute la journée? J'ai vu ton nom sur Internet, monsieur le PDG. Tu crois que je ne sais pas que tu vas vendre ta boîte à un fonds américain et partir à Paris? » Arthur se fige. « Comment tu sais ?» Lucas sourit, satisfait de l'effet produit. « J'ai mes sources. On dirait que tu as oublié d'en parler à tout le monde. » Emma se tourne vers Arthur. Surprise. « Partir à Paris ? Ce n'est pas décidé, répond-il, mal à l'aise. C'est une opportunité. Une opportunité, répète-t-elle, comme si le mot avait un goût amer dans sa bouche. Lucas sent la tension et enfonce le clou. Tu vois, Emma, ce genre de gars, ça pense business d'abord. Les enfants, ça passe après. Au moins moi, je suis là maintenant. Elle le fusille du regard. Tu es là parce que tu t'ennuies, pas par amour. La situation dégénère au point qu'une enseignante intervient, inquiète. S'il vous plaît, on ne peut pas régler ça devant l'école. Les enfants ont peur. Emma respire profondément. Elle sait qu'elle est au bord de la rupture. Lucas, tu vas partir maintenant. Tu vas me laisser gérer ça avec Jules. Tu as oublié pendant 4 ans. Tu peux bien attendre quelques jours avant de prétendre jouer les pères héroïques. Tu n'as pas le droit de m'interdire de le voir, menace-t-il. J'ai tout à fait le droit de le protéger, réplique-t-elle. Et si tu insistes, on verra ça avec un juge. Le mot juge semble enfin le calmer. Il recule, l'air furieux, ramasse son sac. Ce n'est pas fini, dit-il avant de tourner les talons. Lorsqu'il disparaît au coin de la rue, Emma se sent soudain vidée. Jules tremble encore dans ses bras. « Je suis là, mon cœur, » murmure-t-elle. « Personne ne t'emmènera sans moi. Tu promets? Je te le promets. » Arthur s'approche, doucement. « Vous voulez qu'on monte chez moi ?» propose-t-il. « C'est juste à côté. On pourra se poser, parler. » Emma le regarde, les yeux brillants de larmes retenues. « Oui, merci. » Dans le salon d'Arthur, les enfants sont installés devant un dessin animé, avec une tasse de chocolat chaud. Emma et Arthur se retrouvent seuls dans la cuisine. « Je suis désolé, » commence-t-il. « Pour Lucas, pour tout. Ce n'est pas de votre faute, » répond-elle. « C'est juste beaucoup d'un coup. » Elle le regarde droit dans les yeux. « Et ce qu'il a dit, au sujet de Paris ?» Arthur soupire. « Il y a des discussions, oui. Un fonds propose de racheter une partie de la société, avec un siège à Paris. Mais rien n'est signé. »« Vous comptiez m'en parler quand ?» demande-t-elle, la voix plus dure qu'elle ne voudrait. « Quand ce serait plus concret. Je ne voulais pas inquiéter Zoé, ni vous. » Un silence tombe. Emma se sent soudain naïve. Évidemment qu'il partirait un jour. « Ce n'est pas votre histoire, » murmure une petite voix en elle. « Je comprends, » finit-elle par dire. « Votre vie est ici, mais aussi ailleurs. Vous avez des opportunités. Moi, j'ai mon service aux urgences, mon petit appartement, Jules. Ce n'est pas si simple, objecte Arthur. Il y a Zoé, ici, et vous. Ne me mettez pas dans la balance, s'il vous plaît, répond Emma doucement mais fermement. Je ne peux pas être un paramètre dans une négociation financière. Arthur encaisse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais, répond-elle. Mais j'ai besoin de savoir si ce qui se passe entre nous existe vraiment, ou si ce n'est qu'une parenthèse pratique entre 2 gardes et 2 réunions. Elle n'a pas l'habitude d'être aussi directe. Mais la visite de Lucas a fissuré quelque chose. Elle ne veut plus d'illusions. Arthur la regarde, le cœur serré. « Emma, ce que je ressens pour vous est réel. Ce qui se passe entre Zoé et Jules, c'est réel. Mais je ne peux pas vous promettre que je dirai non à un projet qui pourrait sécuriser l'avenir de ma fille. Et moi, je ne peux pas vous promettre que je déménagerai à Paris sur un coup de tête, répond-elle. Jules a ici ses repères, son école, mon travail. Elle inspire profondément. Je crois qu'on a besoin de temps et d'espace pour réfléchir, séparément. Les mots lui arrachent le cœur.
Mais elle sait qu'elle ne peut pas se permettre de rêver d'un futur flou, pas avec un ex qui revient et un enfant bouleversé. Emma, pour l'instant, continue-t-elle, j'ai un fils qui a besoin de stabilité, et je n'ai pas envie qu'il s'attache encore plus à vous et à Zoé si vous risquez de partir. Elle baisse les yeux. Je tiens beaucoup à vous deux. C'est bien pour ça que c'est si difficile. Arthur a la sensation qu'on lui arrache l'air des poumons. Alors, c'est une pause? Appelons ça une mise à distance, répond-elle, les yeux brillants. Le temps d'y voir plus clair. Ils restent là, face à face, dans cette cuisine où ils ont ri, partagé des confidences, préparé des crêpes ratées. Deux cœurs fatigués qui, tout à coup, se sentent à nouveau seuls. Les semaines suivantes ont un goût étrange. Emma et Arthur se croisent moins. Elle évite les moments où elle sait qu'il sera devant l'école. Quand cela arrive tout de même, ils se saluent poliment, avec un sourire un peu raide. Les enfants, eux, ne comprennent pas. « Pourquoi on ne fait plus de soirée pizza ?» demande Jules. « Parce que je travaille beaucoup en ce moment », répond Emma, esquivant. « Mais tu travaillais déjà beaucoup avant », proteste Théil. « Et puis Zoé, elle me manque. » Zoé pose aussi des questions à son père. « On va encore voir Emma et Jules des fois ?» Arthur répond que oui, bien sûr, mais pas maintenant, pas tout de suite. Il ne sait pas lui-même ce qu'il espère. Entre deux meetings, il pense à Emma, à sa façon de parler de ses patients, à sa fatigue courageuse, à sa manière de refermer délicatement les blessures. Un soir, tard, il se retrouve devant un document à signer. C'est la proposition officielle de rachat. Le siège à Paris, le confort financier, la possibilité de déléguer une partie de la pression. Il regarde le stylo posé sur la table. Zoé dort chez une amie, ce soir. Le silence de l'appartement lui pèse. Il pense à Camille. À la promesse silencieuse qu'il s'est faite, après sa mort, ne plus jamais laisser le travail passer avant la vie. Et il se demande si partir à Paris, c'est tenir cette promesse ou la trahir. Son téléphone vibre. Un message de Zoé, depuis le salon de son ami. « Papa, tu crois que ça existe? Les histoires qui guérissent tout? La maîtresse a dit qu'on pouvait inventer des contes qui soignent le cœur. » Arthur sourit tristement. Il répond « Je ne sais pas si ça guérit tout, mais je crois que certaines histoires peuvent nous aider à recoller les morceaux. Tu veux qu'on en invente une, tous les deux ?» Ingozo puni. Elle répond presque aussitôt « Oui », avec une princesse qui dessine des dragons et un chevalier qui fait trop de réunions, mais qui apprend à dire non, et avec un petit garçon qui n'a plus peur d'être abandonné. Arthur sent ses yeux se remplir de larmes. Il pose le stylo. Au lieu de signer, il ouvre un nouveau mail. Après réflexion, je ne donnerai pas suite à votre proposition de rachat. Je reste à Lyon. Nous pouvons discuter d'un partenariat différent, mais je ne déménagerai pas. Il appuie sur « Envoyer », avec une étrange sensation de vertige. Puis, pour la première fois depuis longtemps, il se sent aligné avec lui-même. Quelques jours plus tard, Emma sort de l'hôpital après une garde éprouvante. Elle slalome entre les gens, son sac sur l'épaule, le cerveau saturé. Elle s'arrête à un passage piéton, lève les yeux et le voit. Arthur est là, de l'autre côté de la rue, un bouquet de fleurs à la main, l'air étonnamment nerveux. Son cœur fait un bond. Elle pourrait faire demi-tour. Prétendre ne pas l'avoir vu. C'est ce qu'elle aurait fait, peut-être, il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Lucas a tenté de revenir, oui. Mais il a vite montré qu'il n'était pas prêt à s'engager vraiment. Après quelques échanges tendus, Emma a compris qu'il cherchait davantage à se déculpabiliser qu'à être un père. Elle a engagé des démarches juridiques claires. Jules a vu son père une fois, dans un cadre accompagné, et a conclu très sérieusement. « Il est gentil, mais je ne le connais pas. Toi, c'est ma maison, maman. » Cette phrase l'a libérée. Le feu passe au vert. Elle traverse. Tu sais que c'est très cliché. Les fleurs devant l'hôpital. Lance-t-elle pour masquer son trouble. J'ai hésité avec un discours TED sur le sens de la vie, répond-il.
Mais j'ai pensé que ce serait peu, être un peu trop. » Elle rit malgré elle. « Qu'est-ce que tu fais là, Arthur ? » ?»« Je viens te dire que je ne pars pas à Paris, que j'ai refusé. »« Tu as refusé ?» répète TL, incrédule. « Mais c'était énorme pour ta carrière, non ? » ?»« Peut être. Mais je me suis souvenu de pourquoi j'ai créé cette entreprise. Ce n'était pas pour courir après des fonds d'investissement, c'était pour améliorer la vie des patients et pour offrir une certaine stabilité à ma fille. » Il la regarde droit dans les yeux. « Et je me suis rendu compte que partir à Paris, c'était peu, être bien pour mon CV, mais pas pour mon cœur. Ni pour celui de Zoé. » Emma sent une chaleur douce se répandre en elle. « Tu ne peux pas prendre une décision aussi importante pour moi, dit-elle pourtant. Je ne l'ai pas prise pour toi, répond-il. Je l'ai prise pour moi. Tu as juste été le miroir qui m'a montré ce qui comptait vraiment. » Un silence se pose. Les gens les contournent sur le trottoir. « Et maintenant ?» demande T, elle doucement. « Tu viens devant l'hôpital avec des fleurs et... tout est guéri ?» ?»« Non, » répond-il avec un petit sourire triste. « Rien ne se guérit comme ça, par magie. » Il tend le bouquet. « Mais j'aimerais qu'on essaie d'écrire une histoire qui ne guérit pas tout, mais qui nous aide à penser nos blessures. Ensemble. Si tu en as encore envie. » Elle regarde les fleurs, puis lui. Ses yeux cernés, sa fatigue, mais aussi cette sincérité qu'elle aime tant. « J'ai peur, avoue-t-elle. Peur de te laisser entrer plus dans ma vie, dans celle de Jules. Peur qu'un jour, tu regrettes. Moi aussi, j'ai peur, répond-il. Peur d'aimer à nouveau. Peur de trahir la mémoire de Camille. Peur de ne pas être à la hauteur. » Il respire profondément. « Mais j'ai encore plus peur de passer à côté de cette chance parce que nous sommes fatigués et blessés. » Emma sourit, les larmes aux yeux. « 2 cœurs fatigués, hein ? » ?»« Oui, » confirme-t-il. « Mais qui battent encore. » Elle prend le bouquet. « Alors, on ne promet pas de guérir tout, d'accord ? On promet juste de parler, de ne pas fuir quand ça devient difficile. »« Promis, » dit-il. Il tend la main, hésitant, comme le premier jour devant l'école. Elle la prend. Quelques semaines plus tard, dans le salon d'Emma, 4 tasses de chocolat chaud fument sur la table basse. Zoé et Jules sont assis par terre, entourés de feuilles de papier. « Alors, dans notre histoire, » dit Zoé en dessinant, « la princesse a un cœur cassé en 3 morceaux. Et le chevalier aussi, » ajoute Jules. « Il a un cœur tout froissé, comme un papier. » « Ils vont chez le docteur ?» demande Arthur en s'asseyant à côté d'Emma sur le canapé. « Non, » répond Zoé, concentrée. Ils deviennent docteurs l'un pour l'autre. « Et le dragon ?» demande Emma. « Il fait quoi, le dragon ?»« C'est la peur, » explique Jules très sérieusement. « Il crache du feu quand les grands ont peur d'aimer. »« Et comment on le fait partir ?» demande Arthur. « On ne le fait pas partir, » corrige Zoé. On lui apprend à se calmer. On lui dit « Je sais que tu as peur, mais regarde, on est ensemble. » Et après, conclut Jules, on mange des pizzas. Les adultes éclatent de rire. Zoé ajoute, en se tournant vers Emma et Arthur, « C'est une histoire qui ne guérit pas tout, mais presque, et c'est déjà bien. » Emma regarde Arthur. Il se sourit, mains enlacées, cœur encore un peu cabossé, mais moins seul. Ils savent que tout ne sera pas facile, qu'il y aura encore des urgences, des réunions, des ex compliqués, des nuits sans sommeil. Mais ils savent aussi qu'ils ont trouvé quelque chose de précieux, un endroit où déposer leur fatigue, un regard qui comprend, des enfants qui construisent des histoires plus grandes qu'eux. 2 cœurs fatigués, oui, mais désormais, ils battent dans la même direction. Et c'est peu, être ça, finalement. Une histoire qui ne guérit pas tout, mais qui guérit l'essentiel.